Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cours virtuel consacré au langage. Et bien voilà, en particulier pour les terminales L qui n'auraient peut-être pas vu le chapitre précédent sur l'histoire, et bien nous sommes avec Lika. Bonjour Lika. Bonjour, monsieur Rozek. Alors dis-moi Lika, qu'est-ce qu'on va étudier aujourd'hui? Oh, j'aimerais bien étudier le langage. Bon, on va peut-être pas tenir tout le chapitre là-dessus. Oh En là tout cas, là. merci Lika pour ta participation. Ainsi, voilà, ma fille va absolument récupérer son petit animal domestique. Donc le cours sur le langage. Comme je l'ai déjà fortement préconisé dans le cours sur l'histoire et l'interprétation, qui était plus à destination des terminales ES, puisque nous on a déjà vu ce cours-là, mais enfin ça faisait pas de mal pour vous de vous faire un petit rappel. C'est une vidéo à regarder en ayant sous le coude, en ayant près de soi son petit répertoire pour noter éventuellement les définitions qui vont être données tout au long de la vidéo. Avoir aussi son manuel avec les textes toujours disponibles. D'ailleurs, j'espère que vous êtes allé faire un tour dans les jours précédents sur ce manuel pour voir un petit peu de quoi il retournait sur ce chapitre sur le langage en particulier. Et puis, munissez-vous aussi d'une feuille de papier, de quoi noter à côté. Alors, l'intérêt de faire des vidéos sur YouTube, c'est qu'à tout moment, vous pouvez faire pause. Et quand vous faites pause, vous pouvez prendre en note quelques éléments qui ne seraient pas forcément dans le cours lui-même, mais que je vous expliquerai de vive voix. Voilà, et puis il y a également un stabilo ou quelque chose pour souligner ou surligner ce qui paraîtra important pendant toute cette vidéo. Donc dans cette toute première vidéo, on va faire l'introduction du chapitre sur le langage. Alors il n'y a pas que le langage, j'ai un peu oublié. Hop, on va déplacer ça pour voir. Oui, il s'agit du langage, de la raison et de la perception. Avec cette question, les mots nous éloignent-ils des choses? Bah oui, c'est vrai que c'est une question qui est, mine de rien, assez importante philosophiquement parlant, puisque les mots et les choses, quel rapport entretiennent-ils entre eux? Figurez-vous que pendant très très longtemps, on a cru qu'il y avait carrément un rapport de ressemblance entre les mots qu'on utilise dans le langage courant et puis le monde, les choses qui sont autour de nous. Pourquoi est-ce qu'on croyait ça? Eh bien parce que on se rend compte que souvent dans les tout premiers langages, dans les langages primitifs, on utilise beaucoup les onomatopées. Qu'est-ce que c'est qu'une onomatopée? Eh bien c'est un son qu'on va produire et qui va reproduire ce qu'on va trouver dans la nature. Par exemple, si je veux dire un oiseau, je vais faire et puis comme ça, tout le monde va savoir que c'est un oiseau. Enfin, je le fais pas très bien, mais bon. Si je veux dire chat, je vais faire miaou miaou. Et puis comme ça, tout le monde va, ah oui, effectivement, ça fait le son d'un chat. Et ces onomatopées deviennent de plus en plus complexes, de plus en plus compliquées, mais on en a encore aujourd'hui dans notre langage courant quelques traces de ces onomatopées. Par exemple, quand je parle, vous savez, d'un bruit, on dit un cliquetis. Un cliquetis, quand vous dites le mot cliquetis, ça ressemble le phonème lui-même, le son ressemble à un cliquetis, au bruit que peut faire par exemple deux petites cuillères qu'on tape l'une contre l'autre. Je n'avais pas d'autres exemples. Ou alors quand vous dites j'ai entendu un grand boom, le mot boom, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que quand vous l'entendez, ça fait effectivement boom. Ce qui est intéressant, c'est que d'une langue à l'autre, il y a des petites variations. Par exemple, un anglais ne dira pas boom, il dira bang, c'est-à-dire que dans chaque langue, les onomatopées varient. Voilà, vous pouvez vous amuser à essayer de chercher quels sont autour de vous, dans le langage courant, les onomatopées, les mots onomatopées qu'on utilise encore aujourd'hui à notre époque. Autre petite préconisation, avant même de commencer le cours, je peux vous recommander, puisque malheureusement nous sommes en période de confinement, nous sommes en période où nous ne pouvons pas sortir de chez nous, c'est le moment de regarder aussi des films, pourquoi pas. Et moi, il y a un film que je trouve très très intéressant, que j'avais prévu, si on avait fait cours normalement en classe, que j'avais prévu de vous passer, parce que ça me paraît être un film qui est très intéressant philosophiquement parlant sur le langage. Et je crois que je vous avais déjà parlé de ce film en particulier quand on avait abordé ensemble l'existence et le temps, en tout cas pour les terminales L. Ce film s'appelle Premier Contact. C'est un film d'un Canadien qui s'appelle Denis Villeneuve. En anglais, c'est The Arrival, l'arrivée. Et c'est un film qui raconte une histoire un peu science-fiction où du jour au lendemain, des soucoupes volantes arrivent un petit peu partout sur Terre, des grands engins spatiaux avec à l'intérieur des visiteurs extraterrestres. Et le problème du film, c'est que ces extraterrestres veulent visiblement, alors ils peuvent pas quitter leur vaisseau, c'est nous qui allons dans leur vaisseau pour les visiter, et ces extraterrestres ont un message à faire passer aux êtres humains. Le problème, c'est comme ils utilisent un langage
tellement différent d'une autre qu'on ne sait pas ce qu'ils veulent nous dire. Et donc, une linguiste qui est jouée par Amy Adams, Louise, hein, dans le film, qui est professeure de linguistique à l'université, est envoyée dans un de ces vaisseaux pour essayer de comprendre, pour essayer de communiquer avec ces êtres extraterrestres. Alors, ce sont des êtres qui sont très très différents de nous, c'est ça qui est intéressant dans le film, c'est-à-dire qu'ils ressemblent à des espèces de poulpes géants. On les voit d'ailleurs assez peu dans le film, il y a tout un climat qui est vraiment très intéressant. Et Louise va essayer de communiquer pour demander aux extraterrestres ce qu'ils nous veulent, ce qu'ils veulent nous faire passer comme message. Elle est accompagnée par un militaire qui est joué par Jeremy Renner, vous savez, Hawkeye, Clint dans Avengers. Et tous les deux eh bien, vont essayer d'établir une communication avec ces visiteurs extraterrestres. Et le langage qui est utilisé par les extraterrestres est un langage écrit, mais qui est très mystérieux, c'est-à-dire que ce sont des espèces de cercles qui sont tracés par ces extraterrestres, et ces cercles veulent dire quelque chose. Et on va se rendre compte tout au long du film, je ne vais pas trop vous le spoiler, qu'en fait, le langage des visiteurs extraterrestres, c'est un langage qui est totalement conditionné par une culture qui est très différente de la nôtre, et notamment par leur conception du temps. Et cette rencontre avec des visiteurs extraterrestres va totalement bouleverser notre conception de l'existence, du temps. Alors, c'est pour ça que je vous le conseille, ce film, c'est qu'il nous montre que le langage est essentiel pour constituer une civilisation. Et que le langage va être totalement interactif, va totalement interagir avec la façon de voir les choses, de voir le temps, de voir l'existence d'une civilisation à l'autre. Et c'est notamment ce qu'on va voir et ce qu'on va aborder à travers ce chapitre. Donc n'hésitez pas à voir ce film plutôt que de glander sur Fortnite pendant toute cette période de confinement. En tout cas, oui, j'ai appris qu'il y a un nouveau Animal Crossing aussi qui va sortir, donc je pense qu'il va très très bien marcher celui-là. En tout cas, voilà, le film Premier Contact, The Arrival, est vraiment à voir d'un point de vue philosophique si on veut s'intéresser et si on veut se poser des bonnes questions sur le langage et puis sur l'existence et le temps. Donc n'hésitez pas à le télécharger. Je ne sais pas s'il est sur Netflix ou sur une autre plateforme. Regardez, vérifiez, j'ai pas trop vérifié. Ou alors vous le téléchargez légalement, bien entendu. On a assez de police dans les rues pour en plus se faire arrêter si on télécharge illégalement. Alors on va commencer la lecture donc, de ce chapitre. Alors à travers l'appli WhatsApp, il y a eu pas mal de questions qui m'ont été posées sur le langage, puisque vous avez lu le cours avant, chers élèves. Ces questions, je vais y répondre au fur et à mesure tout au long de cette vidéo. Alors c'est parti, je vais ouvrir mon... Hop. Mais alors, du coup, je n'ai plus de visu de ça. Ah là 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 là. Tac. Je vais voir aussi en visuel parce que j'ai ma caméra qui bug un peu, donc je veux vérifier si elle fonctionne bien ou si elle fige. Troisième partie, donc nous sommes dans le chapitre sur la culture. Désolé, il y a encore une erreur au niveau du chapitrage, ce n'est pas le chapitre 5, mais c'est bien le chapitre 2 de la troisième grande partie, donc voilà, corrigez de chez vous. Chapitre 2, les mots nous éloignent-ils des choses? On va parler donc, comme je le disais tout à l'heure, du langage, de la raison et de la perception. On commence donc par l'introduction, comme d'habitude, définir et problématiser. Le langage est un processus d'intégration à une culture donnée. Il est la première chose que l'on apprend et quand on est placé dans une culture, dans une civilisation. Effectivement, on se rend compte que un bébé va dans ses premiers, enfin pas dans les premiers mois, mais enfin dans les premières années de sa vie, avoir cet apprentissage spécifique du langage. C'est indispensable dans une société. D'ailleurs, très très tôt, les interactions qui se font avec les bébés sont souvent justement avec des onomatopées. On dit des petits mots bébé, on fait des petits sons, des petits bruits, et on attend effectivement l'interaction du nourrisson, l'interaction du bébé. C'est vraiment un signe, ce qu'on appelle de l'acculturation. A-C-U-L-T-U-R-A-T-I-O-N. L'acculturation, c'est rentrer dans une culture donnée. Et le langage est une clé essentielle pour l'acculturation, le fait de rentrer, de pénétrer à l'intérieur d'une culture. Chez les animaux sauvages, il y a certains types de langages qui existent. Effectivement, il y a des langages qui sont même très élaborés, comme par exemple le langage des abeilles. On y reviendra, mais le langage des abeilles, c'est un langage qui est extrêmement élaboré et qui renvoie à des choses extrêmement précises. Donc chez les animaux, il y a certains types de langages qui existent, mais ils se limitent la plupart du temps à des signes. Alors là aussi, il y a une petite erreur de ma part. Plutôt que signes, si vous pouvez corriger de chez vous, de votre côté, plutôt que signes, mettez plutôt signaux, puisqu'après je parle de signal. Alors il n'y a pas une différence énorme entre signe et signal. La différence principale entre un signe et un signal, c'est qu'un signe peut être involontaire.
alors qu'un signal est toujours volontaire. Quand on émet un signal, c'est parce qu'on veut dire quelque chose. Quand on laisse un signe derrière soi, ça peut être quelque chose d'involontaire. Vous savez, par exemple, dans les films de gangsters, on sait qu'il y a un type qui est resté longtemps à surveiller quelqu'un d'autre à côté d'une porte parce qu'il y a des cigarettes qui sont par terre. C'est un signe que le gangster est resté là un moment et qu'il a fumé des cigarettes, mais ce signe est évidemment involontaire. Tandis qu'un signal, eh bien, je l'émets toujours à destination précise et surtout dans un but, dans un objectif précis. Donc, mettez plutôt plutôt signal que signe. Donc, il se limite la plupart du temps à des signaux répondant à des besoins primaires. Hein. Les besoins primaires des animaux, bon, on les connaît. Il y a le signal d'identification qui est toujours présent chez les animaux. Alors, c'est un signal qui n'est pas forcément un signal vocal. Les animaux peuvent s'identifier par l'odeur, ils peuvent s'identifier par un bruit, par un son, mais aussi par un élément visuel. Vous connaissez par exemple les canards mâles et les canards femelles par la couleur de leur plumage. Le signal de danger, évidemment, hein, puisque là c'est vraiment quelque chose qui correspond à ce qui est vital. Le signal sexuel, qui lui aussi correspond à quelque chose qui est de l'ordre du vital. Le signal de nourriture. Donc on comprend que tout ça, c'est vraiment les besoins primaires qui sont liés à la survie de l'espèce. Nous, les êtres humains, on va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on a un système de signaux qui peuvent aussi vouloir dire des choses qui ne servent à rien. Quand vous croisez quelqu'un dans la rue et que vous lui dites « Ah, ça va, bah dis donc, il fait beau aujourd'hui, oui, dis donc, on a de la chance », ça n'a aucune importance pour la survie de l'espèce. Mais on peut parler de choses qui n'ont rien à voir avec ces signaux primaires ou primitifs. Donc signal sexuel, et puis signal de nourriture, évidemment, quand le représentant d'une espèce trouve de la nourriture, il peut en avertir les autres. Ces différents signaux sont reliés directement à la survie de l'espèce, on vient de le dire, donc ça vous pouvez le stabiloter, hein, c'est important. Rares sont les animaux qui peuvent communiquer au-delà de ces simples signaux, à part les grands singes primates, les dauphins ou encore les éléphants. Donc on l'a déjà vu ça dans la partie sur la conscience, c'est que les primates, les éléphants et les dauphins commencent à avoir un début peut-être pas de conscience élaborée, mais se rapprochent de plus en plus de l'être humain à ce niveau-là. Donc effectivement, ils peuvent communiquer des sentiments qui sont beaucoup plus élaborés que les autres. Alors vous allez me dire, mais ouais, mais moi j'ai un animal domestique comme Lika qui est en train de se balader là-bas, la petite chatte. Je sais par exemple, moi, quand Lika est triste ou alors qu'elle fait la tronche, qu'elle est en colère, parfois on la punit injustement en la frappant, en lui cassant la colonne vertébrale. On est très cruel chez nous. Et Lika, on sait très bien qu'après elle va nous faire la tête pendant 2 heures si elle a été punie. Mais n'oubliez pas que les animaux domestiques ne peuvent pas vraiment être pris en compte quand on parle des animaux, puisque les animaux domestiques vivent avec nous, les êtres humains, depuis des milliers d'années. Donc ils finissent par avoir un comportement qui est un comportement imitatif. Donc hein, je rappelle, les chats, les chiens, tous les animaux domestiques sont un peu hors compétition en ce qui concerne tout ça. Là, on parle vraiment des animaux sauvages. L'homme est la seule créature qui dépasse le cadre de l'instinct, on l'a déjà vu à maintes reprises, et qui utilise un langage plus élaboré, possibilité de communiquer ses sentiments. « Oh, je me sens pas bien aujourd'hui, je suis un peu triste. » Tiens, ça, un animal ne saura jamais le dire. De transmettre des savoirs, mais aussi de mentir et de tricher grâce au langage. Ça, c'est intéressant aussi, c'est-à-dire qu'on a remarqué que certaines espèces animales peuvent tricher, peuvent mentir. Mais le truc, c'est que ces mensonges-là, eh bien, les animaux sauvages n'en ont pas vraiment conscience. C'est-à-dire qu'ils mentent parce que leur instinct leur demande de mentir et ils n'ont pas le choix dans le mensonge qu'ils vont développer. C'est-à-dire alors, j'ai une histoire particulièrement dégoûtante à vous raconter. En Amérique du Sud, il y a une espèce d'araignée qui est obligée de mentir à certains de ses prédateurs. Figurez-vous que c'est une espèce d'araignée, hein, c'est des grosses tarentules assez dégoûtantes. Et ces tarentules-là, leur prédateur naturel le plus puissant, ce sont des grosses guêpes qui, alors c'est là que ça va devenir dégoûtant, pour se reproduire, ces guêpes-là, quand elles doivent pondre leurs œufs, elles pondent leurs œufs dans le corps de l'araignée pour que les petits qui sortent des œufs se nourrissent de l'intérieur du corps de l'araignée. Vous voyez le truc ? Et donc l'araignée, pour se prémunir contre ça, qu'est-ce qu'elle va faire ? Eh bien, dès qu'elle entend le vrombissement de l'abeille qui arrive au-dessus et qui va probablement la piquer pour la paralyser et faire en sorte que ses petits mangent l'intérieur de son corps, l'araignée fait la morte. C'est-à-dire qu'elle ne bouge plus, elle est complètement amorphe, comme si elle était morte, donc du coup l'abeille, ça ne l'intéresse plus de pondre des œufs dans un organisme mort, c'est moins bon à manger. Donc l'araignée eh bien, va faire la morte. C'est un mensonge qui est fait. Et des scientifiques ont fait l'étude suivante, ils ont pris ces araignées-là,
Et on produit de façon sonore, reproduit le bourdonnement de cette guêpe-là, comme si la guêpe arrivait sur l'araignée. Eh bien, l'araignée peut rester des jours et des jours jusqu'à vraiment mourir parce qu'elle n'a pas le choix. Son instinct lui commande de ne pas bouger tant qu'on entend le bombissement de l'abeille. Et donc, voilà, l'araignée ne peut pas se dire ah bah tiens, je vais trouver autre chose, je vais fuir, je vais faire semblant de prendre à droite et puis ensuite à gauche, ou je vais m'enfouir sous la terre pour me sauver. Non, son instinct lui recommande de faire la même chose jusqu'à en mourir dans certains cas. Donc, ça veut dire effectivement que les animaux n'ont pas le choix quand ils doivent mentir ou tricher. L'être humain est la seule espèce qui ment, qui triche, mais de façon imaginative. Et la meilleure façon de mentir ou de tricher, c'est à travers le langage. Et vous qui me regardez, ne me dites pas que vous n'avez pas parfois trouvé des excuses pourries pour justifier vos notes minables à telle ou telle déesse. Et chaque fois des choses différentes. Oh là là, c'est terrible, le prof a mal expliqué, il a été absent, il n'a pas prévenu, ou voilà, on a été attaqué par des crocodiles pendant le DS, qui est un petit peu moins crédible. De plus, chez les humains, le langage n'est pas instinctif mais appris. Ça, c'est la grande différence. C'est-à-dire que tous les animaux de la création, même s'ils ont un langage très élaboré, comme les abeilles, je vous en parlais tout à l'heure, même si ce langage est extrêmement développé, eh bien, c'est un langage qui n'est jamais appris. C'est un langage qui est toujours dans les gènes, dans l'instinct. Les petites abeilles ne vont pas à l'école pour apprendre le langage des abeilles. Elles naissent avec ça et elles vont le garder tout au long de leur vie. Nous, l'apprentissage du langage est très long finalement parce qu'il arrive assez tard. Je ne sais plus, un bébé commence à parler vers quel âge, les premiers mots, je ne sais plus. Pourtant j'ai 2 gosses, 1 an et demi, et ça me trompe complètement. Et puis ça va prendre tout un moment parce que le langage qui est appris chez l'homme est extrêmement développé. Et puis en plus, il se réfère aussi à l'écriture, à la lecture, à toutes ces choses-là. Donc on a le langage à la fois le plus élaboré chez les êtres humains, mais aussi un langage qui est totalement appris. Laisser un bébé tout seul dans la nature, se débrouiller par lui-même, jamais il n'apprendra aucun langage par lui-même. Il n'a aucun langage inscrit génétiquement en lui. Et pourtant, nous avons dans le cerveau cette fameuse zone du langage qui préexiste, qui est là dès notre naissance, mais il faut l'activer par l'apprentissage. Aucun animal ne fait ça. Les animaux naissent avec leur langage et le gardent tout au long de leur vie puisqu'il est instinctif. Nous mettons plusieurs années à apprendre la langue de notre culture, puis d'autres langues de cultures différentes. Et oui, puisque ça aussi c'est quelque chose qui est spécifique à l'être humain, les animaux, eux, ont un langage par espèce. D'accord ? C'est-à-dire qu'un loup français, suisse, européen et un loup américain, canadien vont avoir exactement le même langage. C'est pas une question de frontières, c'est pas une question de culture. Nous avons des milliers de langages à travers le monde. Ces langages qui évoluent, qui changent. Il faut apprendre les langues étrangères pour pouvoir se débrouiller dans un autre pays. Donc ça veut dire aussi que notre langage est très très particulier, ou plutôt nos langages, on devrait dire, sont particuliers et souvent sont dominés par une culture. Ça aussi on le verra dans ce chapitre. Il faut distinguer 3 termes. Alors là ça chipote un peu, mais c'est vrai que c'est important de les avoir en tête. 3 termes importants. Premièrement, le langage. Le langage, c'est la capacité pour un humain d'utiliser des paroles articulées pour communiquer. Autrement dit, le langage, on est avec, comme je vous le disais, on a une zone du langage, on a un larynx, on a une bouche qui peut articuler des mots, ce que d'autres espèces n'ont pas. On est à peu près la seule à pouvoir articuler des mots de façon explicite. Bref, le langage, c'est ce qui est en nous, dès la naissance, c'est-à-dire les prédispositions, le matériel pour pouvoir parler. Et puis après, ce langage va se répercuter dans un langage ou dans une langue particulière. Le langage, un langage ou une langue, c'est un système de communication et d'expression utilisant des signes différenciés. Cela donc n'est pas propre à l'homme, les animaux et les machines possèdent leur propre langage. Et oui, effectivement, ce langage-là, pas besoin forcément d'avoir un larynx, pas forcément besoin d'avoir une zone du langage élaborée comme chez l'homme, pour pouvoir en avoir un, puisque les animaux possèdent des langages, mais qui sont, comme je vous le disais tout à l'heure, différents de nous. Par exemple, le langage des abeilles n'est pas appris. Et puis, troisième terme important, la parole. La parole, c'est la mise en œuvre du langage comme faculté d'expression et de communication dans une langue déterminée. Pendant très très longtemps, la parole, c'était la parole parlée, la parole émise par le larynx. Aujourd'hui, on a étendu ça. Par exemple, la langue des signes est considérée elle aussi comme une parole, même si elle ne passe pas par le son, mais elle passe par des gestes.
Qu'est-ce qu'un signe? Les signes sont la base toujours apprise de l'apprentissage d'une langue. Les signes forment toujours les premières briques élémentaires d'une langue donnée. Donc une langue va être mise en place grâce à l'existence de ces signes. Si l'on reprend notre question, on termine l'introduction, on va poser une petite problématique, les mots nous éloignent-ils des choses? On peut se poser la question suivante. Puisque les langues sont apprises, que les signes d'une langue ont été inventés par nos différentes cultures, peut-on dire que le langage ressemble au réel autour de nous? Les mots et les choses ont-ils un rapport mimétique, conventionnel ou arbitraire? Mimétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire un rapport de ressemblance dont je vous parlais tout à l'heure, les fameuses onomatopées. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, on utilise un langage, si je veux dire par exemple lunettes, si je veux dire visage, si je veux dire table, c'est parce qu'au tout début, à la base même de notre culture, eh bien, des êtres humains ont utilisé des mots qui ressemblaient plus ou moins à ce qui se trouvait autour d'eux. Ouais, n'empêche, c'est un petit peu bizarre comme conception des choses. Et pourtant, c'est une conception qui a bel et bien existé, qui peut aussi se répercuter sur certaines langues. Allez voir par exemple dans la langue en mandarin, pour ceux d'entre vous qui parlent couramment le mandarin comme moi, en mandarin, l'écriture mandarine, regardez le mot homme, ça ressemble à un homme. Regardez le mot maison, ça ressemble à une maison. Ça veut dire effectivement que dans certains cas, effectivement, il y a un rapport mimétique, il y a un rapport de ressemblance entre le mot et la chose qui est annoncée par le fameux mot. Donc est-ce que ce rapport est uniquement mimétique? Bon, on verra. Est-ce que ce rapport est conventionnel? Qu'est-ce que ça veut dire un rapport conventionnel? C'est un rapport où, à un moment donné, à un instant T, on a décidé que tel mot correspondait à telle chose. Convention. Et puis, cette convention est rentrée dans le langage courant. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? On a l'impression qu'aujourd'hui c'est un petit peu comme ça. C'est-à-dire qu'en France, une table, ça se dit table, et puis c'est comme ça, et puis c'est pareil pour tout le monde. Donc il y a eu une convention à un moment donné, on s'est mis tous d'accord, on a dit ok, on adopte tel langage. Oui, c'est intéressant, mais comment ça a pu se faire? Vous savez par exemple qu'en France, nous sommes un pays issu de plein de tribus différentes, de plein de peuplements différents, et donc à quel moment est-ce qu'on a décrété que le français était la langue, avec ses mots, avec ses phrases, avec ses phonèmes, qui était la langue officielle? Difficile de retrouver la convention qui aurait dit ok, maintenant tout le monde parle français et les mots c'est ça, ça et ça, table c'est table. Ou alors arbitraire, est-ce que finalement tout ça est dû au hasard total? Est-ce qu'aujourd'hui on dit chaise mais c'est un hasard pur et simple, certains l'ont dit et puis ça s'est répandu comme une espèce de rumeur? Ouais, ce serait intéressant, mais c'est pas très rationnel finalement tout ça. Donc vous voyez, chacune des hypothèses est assez intéressante à explorer finalement. Je vous rappelle aussi un poème que je trouve très joli, c'est un poème de Jacques Prévert. Alors dont j'ai oublié le titre malheureusement, mais je pense que vous pouvez le retrouver sur un... Ah oui, mais alors, mon portable est en charge, je sais plus. Où à un moment il se met, Jacques Prévert, vous savez, il aimait jouer avec le langage, et il se met à inventer un langage où les mots prennent la place des autres, c'est-à-dire il est tireur de course, il a un dromadaire qui s'appelle Napoléon, enfin voilà, tout d'un coup il se met à inverser complètement les mots, et le poème devient complètement surréaliste. Ou alors c'est le cas aussi de Magritte. Le peintre Magritte, je pense que vous le connaissez avec son célèbre tableau Ceci n'est pas une pipe. D'ailleurs, Ceci n'est pas une pipe, c'est aussi un jeu avec le langage, parce qu'effectivement, on voit une pipe et on se dit, voilà, c'est une pipe. Sauf que non, c'est pas une pipe, c'est un tableau, c'est une représentation d'une pipe. Donc non, ce n'est pas une pipe. Et Magritte aimait beaucoup jouer avec le langage dans ses toiles. Vous pouvez aller voir des toiles de Magritte où effectivement on voit une brique, et puis en dessous c'est marqué la lune. On se dit, bah non, c'est pas la lune, c'est une brique. Mais pourquoi est-ce que ça s'appelle la lune et pas la brique? Enfin, qui a décidé à quel moment que ça devait s'appeler la lune et pas la grippe, la brique. Enfin voilà, c'est beaucoup de questions comme ça qui sont remises sur le tapis par des poètes, par des linguistes, par des philosophes aussi. Et donc on finit ici notre introduction, c'est donc la première vidéo sur le langage. À très bientôt, dans très vite, pour la première partie de ce chapitre qui s'appelle L'homme se rapproche du monde par le langage. Voilà, si vous avez des questions, alors là maintenant l'espace commentaire, vous pouvez lâcher vos coms sur la vidéo ou alors sur WhatsApp, comme vous le voulez. À très bientôt.